Notre deuxième panel du jour, les lieux et les acteurs de l'immigration, transformation et symbiose. J'ai le plaisir d'accueillir un panel. Chers amis du panel, vous me le dites si je vous oublie. Daniel-Pierre Bourdeau. Bonjour, Monsieur Bourdeau. Louisa Véronis, de l'Université d'Ottawa. Bonjour. Jacinthe Lemire, coopérative d'intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Bienvenue de l'île. Cyril Simard, Monsieur Cyril Simard. Monsieur le maire, comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Good. Et Monsieur Bourdeau, je vous ai pas présenté comme du monde. Là. Élargir l'espace francophone, toutes mes excuses. Et tout ça sous l'excellente présidence de Nicole Galland, de l'Institut national de la recherche scientifique. Je leur cède la parole. Merci d'être là, les délinquants. On vous aime. Merci. On se relance. Alors bonjour tout le monde. Le deuxième panel de la matinée porte sur les lieux. Les lieux sont une dimension importante à la fois de l'accueil mais aussi de l'intégration des immigrants. Suzanne Bossé nous parlait ce matin de l'ancrage. Les ancrages se font aussi et beaucoup dans des lieux. Et donc c'est là-dessus qu'on va vous parler. Les lieux sont importants à la fois pour les acteurs qui doivent jongler à la fois des acteurs de terrain de première ligne, des organismes communautaires, régionaux, provinciaux, la FCFA, des organismes sectoriels, plus les réseaux d'immigration francophone, tout ça sans compter les organismes bilingues qui sont parfois sur les mêmes territoires, j'ai mis les guillemets. Et finalement jongler avec des acteurs publics qui transforment les politiques publiques aux différents paliers de gouvernement, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, ce dont on vient de parler ce matin. Le lieu est aussi une dimension importante pour les immigrants eux-mêmes dans leur rapport aux différents territoires sur lesquels ils s'installent, à la fois dans leurs espaces de vie quotidienne, leurs relations sociales avec leur environnement, et aussi au niveau de leur sentiment d'appartenance, qui peut être également soit très local, près du réseau social, mais également de manière peut-être un peu plus abstraite au niveau de l'appartenance, être franco-ontarien, fransaskois, etc. Et acadien, déjà une échelle un peu plus large que provinciale. Et évidemment, l'ensemble de la francophonie canadienne, ça a l'air de s'emboîter comme des poupées russes, et en même temps, les lieux d'ancrage, les lieux d'appartenance des immigrants sont enchevêtrés aussi avec une identification au Canada, à la région comme espace plutôt que la région comme communauté francophone. Donc il y a tout un enchevêtrement à la fois du point de vue des acteurs et du point de vue de la trajectoire d'intégration de l'immigrant. Alors pour nous en parler ce matin, nous avons 3 acteurs de terrain et un chercheur. On adopte une formule table ronde qui va être donc assez différente de celle du premier panel. On va faire 4 tours de table sur 4 questions. Donc les intervenants ont chaque fois 3 à 5 minutes pour vous donner rapidement leur point de vue. C'est jeter des idées dans la conversation, finalement, l'objectif de la table. Donc on va parler en 4 tours d'abord des stratégies, ensuite des défis, ensuite des collaborations, et finalement le 4e tour va permettre de faire un peu un bilan sur les échelles de lieux. Donc sans plus tarder, commençons par les approches et les stratégies qui sont déployées pour jongler avec cette espèce d'enchevêtrement des lieux et des acteurs. On va commencer par quelqu'un qui est au niveau du terrain et très très local, mais multisectoriel en même temps. Monsieur le maire d'Edmundston, la municipalité sont des joueurs importants. On l'a déjà signalé dans la conversation de ce matin. Donc, Monsieur Cyril Simard est donc maire d'Edmundston, et je vous laisse la parole pour votre premier tour. Merci beaucoup. 3 minutes, c'est très, très rapide. Donc, je voudrais d'abord remercier l'invitation. J'ai constaté ce matin dans la présentation qu'on n'avait pas dit qu'il y avait d'autres représentants du monde municipal. Il y en a peut-être, mais j'espère que je ne serai pas un électron libre en vous présentant la position d'un maire. Mais en regardant la première question, ce qui m'est évidemment venu à l'esprit au départ, c'est effectivement, on en a parlé déjà ce matin, du défi que représente l'arrimage et d'articuler les approches et les stratégies. Et dans ma posture de maire, je le constate sur une base quotidienne, que ce soit sur le plan horizontal, c'est-à-dire la variété des acteurs sectoriels et locaux qui doivent intervenir dans le domaine des migrations, et également sur le plan vertical, c'est-à-dire du local jusqu'au national. Et ça fait partie évidemment des changements qu'on a connus dans l'immigration ces derniers temps. Mais je pense qu'une partie de ce défi-là
est aussi attribuable à la difficulté que les acteurs eux-mêmes ont à définir leur rôle, leurs responsabilités de manière cohérente et fluide. Et on avance donc en apprenant dans tout ça, mais à la fin de la journée, il y a au bénéfice des nouveaux arrivants et des lieux d'accueil, des lieux d'intégration que sont les entreprises, les institutions, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Et on constate qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Au niveau de la municipalité, nous, on a décidé de jouer un rôle très, très proactif. Et on va parler beaucoup de collaboration un peu plus tard, donc je n'irai pas là-dessus. Mais je vais vous raconter une anecdote. Au Nouveau-Brunswick, lorsqu'on a commencé à travailler véritablement avant la création du secrétariat à la croissance démographique, les ministères qui étaient responsables des migrations avaient décidé de développer un partenariat avec les municipalités à travers l'Association francophone des municipalités. Sur une phase 3 ou 4 ans de travail, d'analyse, des conditions, du niveau de préparation. Et tout à coup, ça s'est arrêté. Parce que les politiques d'immigration, la mise en place du secrétariat provincial, tout à coup, les municipalités n'étaient plus dans le portrait du tout. Et aujourd'hui, on parle de partenariats locaux en immigration dans lesquels les municipalités vont devoir nécessairement jouer un rôle fondamental. Vous voyez, le retour... alors, à mon avis, on a perdu un peu de temps à travers ce temps-là. Il y a eu du bon travail qui a été fait. Je voudrais pas porter des critiques, mais on se ramasse aujourd'hui dans un contexte où peut-être que les municipalités vont devoir jouer un rôle important de facteur liant entre tous les intervenants, que ce soit encore une fois à l'horizontale et au vertical. Alors c'est une aventure un peu curieuse au Nouveau-Brunswick, mais je voulais vraiment le partager parce que on a perdu, à mon avis, une belle énergie qui était là. Les municipalités étant le lieu central de la citoyenneté. À mon avis, il faut définitivement faire en sorte que ils jouent un rôle proactif de facteur de lien entre les différents intervenants. Alors, c'est un peu mon expérience à la fois dans l'immigration et aussi à titre de maire. Merci beaucoup. Alors, 2 minutes 42, c'est bon. Oui, c'est excellent. On voit le chronomètre. Je vais inviter maintenant Madame Jacinthe Lemire, qui est également quelqu'un donc sur le terrain, à la fois très très local et avec une portée provinciale, mais comme c'est la coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, on s'entend que l'échelle provinciale, elle permet de travailler au niveau local, ce qui est, je pense, quelque chose de nécessaire. Donc, Jacinthe, à vous. Merci. La particularité de l'île du Prince-Édouard, c'est que c'est une province, mais qu'on peut également considérer comme étant un lieu local, parce que l'île d'un bout à l'autre, on peut la traverser en voiture en à peu près 3h30. Donc, on a toujours disons, cette pensée-là. On est provincial, mais on est local. On a 6 régions acadiennes et francophones, mais en même temps, comme nous à la CIF, on agit vraiment sur le plan provincial. Et là, tout de suite, je vais vous sortir des lieux physiques, parce que moi, ce qui m'a interpellée dans cette question-là, c'est tout ce qui est l'interface web, les réseaux sociaux, les blogs, les pages web, etc. Donc, la CIF étant un organisme provincial, on a des coordonnateurs qui sont situés, on a 3 bureaux, en fait, à l'île du Prince-Édouard. On couvre une bonne partie de la province, mais on utilise énormément Internet et tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi blogs, sites web, etc., à 3 niveaux. Premièrement, le recrutement. Je dirais qu'à 80%, on utilise, nous, les réseaux sociaux pour le recrutement, étant donné qu'on a peu de financement pour se déplacer. Et de toute manière, je pense qu'on peut faire un excellent travail avec les médias sociaux pour ce point-là. Un autre point, c'est pour tout ce qui est l'intégration, même des services à l'intégration, des informations, de l'orientation, on peut faire ça à travers ces points-là. Et donc là, je vais vous énumérer un peu ce que nous, à la CIF, on utilise comme moyen. Premièrement, au niveau des médias sociaux, on a Twitter, dont je participe activement même aujourd'hui. Facebook, pas juste la page Facebook, des groupes Facebook, des groupes ciblés. On a 2 groupes, un qui s'appelle Club CIF et où on invite les gens qui sont physiquement à l'île du Prince-Édouard ou qu'on attend d'une semaine à l'autre qui vont venir immigrer à l'île du Prince-Édouard. Donc, on va mettre des offres d'emploi, des activités communautaires, des informations, etc., etc. Et notre autre groupe Facebook, ça s'appelle le groupe PVT. Donc, plus un groupe qui va aller, on va inviter des gens qui sont intéressés au programme de mobilité internationale, ECI, l'expérience internationale Canada. Et donc, c'est pas des gens qui sont nécessairement à l'île du Prince-Édouard en PVT ou en jeunes professionnels, mais c'est des gens qui sont intéressés à venir à l'île du Prince-Édouard à travers ce programme-là.
On utilise également des blogs comme pbtist.net qui est excellent pour aller recruter des jeunes qui sont intéressés à la mobilité internationale. Et on a notre site web sur lequel on met beaucoup d'informations également. Donc, à 2 minutes 40, j'ai pas mal dit un peu tout ce que je voulais dire là-dessus. Je me sens terriblement mal avec mon chronomètre. On a maintenant comme troisième intervenant, un troisième acteur de terrain, cette fois-ci davantage à l'échelle provinciale, et un de nos nouveaux joueurs, si on veut, c'est-à-dire que on est plus dans une approche sectorielle. C'est un organisme en éducation, et l'idée était de mettre en lien des gens qui sont pas nécessairement spécialisés en immigration, mais qui font partie de cette dynamique de partenariat, de gens qui doivent travailler tous ensemble, finalement, à nos différentes échelles. Donc, Monsieur Jean-Pierre Bourdeau. Daniel Pierre. Daniel Pierre, excusez-moi. C'est correct, aucun problème. Daniel Pierre Bourdeau, du Centre de leadership en évaluation à Ottawa, et qui travaille dans le projet provincial Élargir l'espace francophone, donc dans le secteur de l'éducation. Merci. Bonjour à vous tous. Donc, le compte à rebours est parti. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas d'abord un spécialiste en immigration, mais c'est avec plaisir que je vous fais part de ma réflexion et de certaines observations dans le domaine de mon travail qui est en éducation. J'œuvre en éducation depuis les 34 dernières années. Et comme Madame disait, depuis les 8 dernières années, je travaille dans un projet qui se nomme Élargir l'espace francophone, qui est financé par le ministère de l'Éducation de l'Ontario et qui est géré par le Centre canadien de leadership en évaluation, connu sous l'ETLE. Le but de ce projet-là, c'est de tisser justement des collaborations à tous les niveaux avec nos partenaires communautaires. Donc, je tiens à préciser que dans ce projet-là, il y a 3 autres acteurs, 2 dans le nord de la province de l'Ontario, puis également une personne qui travaille dans le sud. Moi, j'ai la responsabilité de l'Est. Donc, les approches et stratégies déployées par les acteurs, bien, c'est certain que l'éducation en langue française au Canada se vit d'un océan à l'autre. Elle est offerte sous plusieurs formes au sein des 10 provinces et 3 territoires. Qu'il s'agisse de services à la petite enfance, de la prématernelle, de la maternelle, d'écoles élémentaires et secondaires ou d'établissements postsecondaires, sans oublier les formations pour adultes, peu importe l'endroit au pays, des services pour les nouveaux arrivants sont définitivement offerts. Je vais parler plus particulièrement en Ontario. Donc, la population immigrante des écoles de langue française est en évolution constante depuis les dernières années. Donc, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a publié plusieurs documents, dont l'énoncé de la politique de l'admission, l'accueil et l'accompagnement en 2010. Le but, bien naturellement, c'était de soutenir les élèves afin de favoriser leur réussite scolaire dans un premier temps et leur intégration à la communauté de langue française de leur région, parce que c'est d'abord immédiatement leur appartenance. Tout comme les secteurs, le milieu scolaire doit constamment s'ajuster aux nouvelles politiques d'immigration et au changement de l'immigration. Nous devons travailler définitivement en étroite collaboration avec les intervenants dans le domaine et les programmes de travailleurs d'établissement. Les 12 conseils scolaires, parce qu'il y a 12 conseils scolaires en Ontario, on déploie beaucoup d'efforts pour le volet en immigration. Je l'observe sur le terrain à tous les jours. Pour faire face aux changements, ils doivent régulièrement évaluer la provenance des immigrants et également leur bagage culturel. La composition de l'immigration francophone demande un effort différent d'un conseil scolaire à l'autre selon leurs facteurs de localisation. À titre d'exemple, à Toronto, il y a approximativement 36% de l'immigration francophone versus à Ottawa, 24%. Donc, les services offerts s'ajustent en fonction des régions et des besoins. Certaines écoles ont un taux de minorité visible qui peuvent parfois atteindre jusqu'à 86%. Donc, naturellement, on doit s'assurer de former le personnel pour accompagner ces nouveaux arrivants, parce qu'il y a eu un changement considérable au cours des dernières années. Et le personnel n'est pas toujours prêt à faire face à toutes ces situations. Dans les approches de stratégie déployées, les conseils scolaires se sont dotés, entre autres, de plans d'action bien définis. On veut des écoles accueillantes et très innovatrices. Et je termine en disant, parce que j'ai dépassé mon temps, qu'au niveau de la rétention des élèves immigrants, on s'assure que les écoles offrent
des programmes très spécifiques. Je ne vais pas en faire la liste, mais également, on offre des ateliers, puis on s'assure de travailler de très près avec les services communautaires pour mettre en place justement des initiatives. Je m'arrête pour le moment sur ces points. Merci. Alors, notre quatrième intervenante va nous aider à déplacer un petit peu le regard. On a vu les acteurs, les stratégies déployées, mais du point de vue des immigrants eux-mêmes, quelles sont les stratégies déployées dans les différents espaces de vie et d'appartenance? Donc, j'inviterai Madame Louisa Véronis, qui est professeure de géographie sociale à l'Université d'Ottawa, à prendre la parole. Okay. Merci. Avant de parler des immigrants eux-mêmes, pour parler des approches et des stratégies déployées par les acteurs institutionnels en général, je crois comme les trois interventions l'ont démontré, les partenariats semblent être en ce moment la formule, la recette succès, et notamment les partenariats avec des acteurs de plus en plus divers. Donc non seulement les gouvernements, les institutions paragouvernementales, mais de plus en plus des associations, des partenaires de toutes sortes, les employeurs, le secteur privé, voire même les communautés eux-mêmes. Donc de plus en plus les partenariats avec des acteurs divers. Aussi des partenariats pour divers types de travail, que ce soit des stratégies, la sensibilisation, des collaborations, des formations, des stages, des foires. Donc ça se multiplie. Plus de partenaires, plus d'idées. Donc l'innovation est aujourd'hui quand même la formule qui marche, et puis on le voit vraiment sur le terrain. Au point de vue des acteurs, une approche qui semble fonctionner, notamment pour ce qui est de la question de l'emploi, sont les formules du mentorat, où on a une personne canadienne de souche professionnelle, c'est surtout pour les travailleurs qualifiés, mais un mentorat où un professionnel canadien travaille avec un nouvel arrivant. Et il y a des projets partout, que ce soit dans les provinces atlantiques, en Ontario, ici même à Ottawa, à Toronto, ou au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, où c'est démontré que le mentorat fonctionne pour aider les nouveaux arrivants une fois qu'ils sont ici. Tout à l'heure, on a parlé de l'idéal de la préformation. Le mentorat, néanmoins, présente plusieurs défis, notamment dans les provinces de l'Ouest où il y a moins de francophones, où trouver un professionnel canadien qualifié qui peut travailler en tant que mentor est un des défis. Pour en arriver aux immigrants, avant que mes minutes s'échappent, le travail de développer les réseaux, et puis comme vous venez de dire, les réseaux web, les médias sociaux de plus en plus jouent un rôle. La formule traditionnelle qui, moi, m'a intéressée au long de mes recherches sont les associations d'immigrants. Et les associations peuvent jouer un rôle important aussi. Et j'ai vu de nombreuses communautés qui disent on a besoin de notre propre association parce que quand même, nous avons traversé tout ça. Nous connaissons les services dont les gens de notre pays d'origine, de notre culture d'origine ont besoin. Donc, les réseaux, que ce soit à travers des associations ou à travers l'Internet, c'est quand même le travail que les immigrants font d'eux-mêmes. Et d'autre part, une autre stratégie qui semble fonctionner et peu d'attention a été portée est celle du bénévolat. Maintenant, le bénévolat est un peu comment dire, une épée à double tranchant, puisque d'un côté, le bénévolat apporte beaucoup de bénéfices, mais aussi comporte des risques comme l'exploitation, les coûts, le temps que tout cela prend. Donc, mon temps s'est achevé, je vais m'arrêter là. Merci. En fait, je vais te redonner la parole à l'instant, parce que le deuxième tour de table, on a demandé à nos intervenants d'essayer de cerner un peu les principaux défis, les plus importants, mais aussi ceux qu'on n'a pas forcément vu venir, pardon. Ça vient. Et donc d'une part les défis et d'autre part les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour les aplanir ou sinon pour les contourner. Donc Louisa, tu m'as demandé ton tour de parole de 5 minutes sur celui-ci. Okay. Donc, je vais reprendre tout de suite avec les partenariats. N'est-ce pas? Je vous disais, les partenariats, c'est la formule recette. On parle un petit peu moins des risques, des coûts et des défis que représentent les partenariats. Donc, beaucoup des nouveaux financements, en fait, encouragent les partenariats, ce qui fait qu'on voit émerger des monopoles de partenariats. Les agences, les organismes, les associations qui ont plus de ressources sont mieux capables, mieux préparées de former des partenariats qui auront du succès. Et cela peut nuire à des organismes
organismes plus petits, notamment je vous parlais des associations d'immigrants qui ont moins de ressources, n'ont pas le temps, travaillent sous un format bénévole. Donc les partenariats implique d'autres coûts aussi. Ça prend beaucoup de temps. J'ai eu de nombreuses communautés, d'associations qui m'ont dit pour préparer une demande, ça prend X rencontres. On doit travailler ensemble, définir les objectifs, les intérêts communs, comment nous pouvons collaborer, qui fait quoi, et après on doit se répartir les ressources. Donc on reçoit pas tout le financement nous-mêmes. Donc beaucoup de coûts liés à la formation de partenariat. Ça prend du temps. Et puis après, une fois qu'on a reçu du financement, comme vous savez, le financement est lié à des objectifs très précis pour un temps limité, 1 an voire 2 ans. Comment maintenir les partenariats une fois que le financement est terminé? Donc beaucoup de belles initiatives, on reçoit le financement, on lance tout ça, ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu. Et après cela, on n'a plus de financement. Un des grands défis est évidemment le financement, et je crois que ça a été soulevé tout à l'heure. Beaucoup de travail du côté de l'attraction, mais qu'en est-il de la rétention? Où sont les services de soutien à la communauté? Il me semble qu'en ce moment, beaucoup des coûts sont mis sur le compte de l'employeur, mais je suis pas sûre que la formule va marcher. Donc, je voulais aussi parler un petit peu les partenariats génère beaucoup de connaissances. Un des grands défis en ce moment est le transfert des connaissances. À travers tout le Canada, il y a de nombreuses initiatives, des meilleures pratiques ou des pratiques innovatrices qui sont très intéressantes. Mais comment partager toutes ces connaissances? À travers le web, les initiatives qui utilisent la technologie en informatique et en communication semblent très très prometteuses, mais j'ai un petit peu des doutes à ce que ce soit toujours parfait et idéal. Et moi-même, en me préparant pour aujourd'hui, j'ai trouvé plein de ressources, parce que ça fait longtemps que je cherche la question, des choses que je ne connaissais pas. Je me disais, voilà, par exemple, ce que vous faites à l'île du Prince-Édouard pourrait très bien fonctionner ailleurs, ici en Ontario ou dans l'Ouest. Donc, comment transférer ces connaissances? Et il me semble que quand même, les plateformes de rencontres, comme celle d'aujourd'hui, il y en a une autre la semaine prochaine, des ateliers, des conférences, il y avait Métropolis, les voies de la prospérité, toutes ces opportunités, en fait, d'avoir des rencontres face à face, génère beaucoup d'intérêt, de motivation, d'inspiration, de développement de réseaux qui peuvent donner lieu à d'autres projets. Voilà. Donc, pour en revenir un peu à la question de la rétention, beaucoup d'attention a été portée au rôle des acteurs institutionnels et beaucoup de travail a été fait, il faut le reconnaître, sur les discours. Les questions d'ouverture, d'inclusion, de diversité, par exemple les conseils scolaires, comme cela a été mentionné, les municipalités, les organismes, nous allons parler de l'ouverture, n'est-ce pas? On doit être ouvert à la différence, la diversité. Mais qu'en est-il de la pratique? Et puis il me semble que là, il y aurait encore du travail quant à l'expérience au quotidien des immigrants, comment est-ce que eux peuvent être inclus dans les sociétés. Puis là, je vais un petit peu à la rencontre de ce que Monsieur Vaillancourt disait tout à l'heure, des possibilités en fait de développer des soutiens communautaires qui sont pour tout le monde. Pas seulement avoir le centre d'accueil pour les immigrants et puis le programme spécial pour les immigrants, mais pourquoi ne pas avoir un programme pour les familles avec un volet qui est sensible aux besoins des immigrants. Donc surtout dans les petites communautés où il y a moins de ressources, moins d'acteurs, moins de possibilités, au lieu d'essayer de créer des services séparés pour les immigrants, plutôt les intégrer dans les services existants déjà. Et là, il y aurait beaucoup d'opportunités, que ce soit dans les écoles, qui sont un facteur très important, les bibliothèques, les garderies, les services de récréation, les sports, les camps d'été, plein d'opportunités. Donc j'imagine peut-être que des services de langue pourraient être donnés dans l'école même où les enfants des immigrants vont. Alors je prends mon cours de langue et après je peux passer prendre mon enfant. Ça pourrait être ce genre de formule juste pour vous communiquer quelque chose. Ok, je crois que mon temps est passé, donc je m'arrête là. Merci. Il y aura encore des tours de table. Je voudrais inviter maintenant Monsieur Daniel Pierre Bourdeau, si vous voulez prendre la parole sur cette deuxième question. Ben, je poursuis. On est très limité par le temps. Naturellement, c'est un peu stressant, mais je fais référence tout de suite en début par
Boukhar Diouf, que certains d'entre vous connaissez, c'est le scientifique, l'humoriste, le chroniqueur et animateur à la télévision. J'aime beaucoup parce qu'il souvent il parle avec beaucoup, c'est très imagé. Il faisait référence dans un article, et je le cite, « S'intégrer à une nouvelle culture, c'est comme lire un livre plusieurs fois. La première lecture, généralement, c'est pour se familiariser avec les personnages. À la deuxième lecture, bien, on s'intéresse davantage à l'histoire. Mais après la troisième lecture, si on arrive à raconter cette histoire avec passion, c'est qu'elle est aussi devenue la nôtre et les personnages des membres de notre famille. » Je trouvais que c'était très intéressant pour la mise en contexte des défis. Donc, pour parler de défis de l'immigration, des immigrants en Ontario, plus spécifiquement, et au pays, on doit dire qu'ils sont vraiment grands et il faut comprendre avant tout la réalité de ceux et celles qui nous arrivent. Justement, la semaine dernière, on avait des gens dans le cadre d'un forum, des immigrants qui nous faisaient part de leur réalité lorsqu'ils arrivent au pays. Je pense qu'on oublie souvent de voir d'abord ces premiers intervenants et de s'arrêter à vraiment voir les défis qu'ils ont à faire face. Donc, la vision canadienne repose sur l'idéologie du multiculturalisme et de la réalité du bilinguisme, naturellement. Il faut développer le sens de la coexistence. L'éducation en Ontario veut donc développer ce sentiment d'appartenance au pays, s'assurer que les jeunes immigrants ne sont pas à part, mais plutôt encouragés à se joindre à la nation canadienne. Les écoles doivent donc faire face à la réalité de ces nouveaux arrivants, dont la langue maternelle est bien souvent autre que le français. Et je suis certain que c'est la même réalité dans les autres provinces. Donc, la maîtrise des deux langues officielles au pays est un facteur majeur d'intégration. Nous en avons parlé depuis ce matin. C'est la porte d'entrée de la culture au pays et éventuellement du travail pour les élèves qui vont devenir des futurs citoyens. L'École de langue française a le devoir, comme premier lieu d'accueil, la responsabilité de fournir aux jeunes immigrants tous les moyens leur permettant justement cet apprentissage du français, mais sans oublier également l'anglais pour exercer leur place comme citoyens, mais aussi leur donner toutes les compétences nécessaires à l'employabilité. L'école est souvent vue comme l'institution phare, mais elle ne peut pas assurer seule tout le travail d'intégration. Il faut toujours travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires. C'est très important. Et de plus en plus, on le voit dans nos institutions d'enseignement. On développe des partenariats continuellement pour s'assurer qu'on unit tous nos efforts à assurer justement l'intégration de ces jeunes arrivants. Les apprenants doivent vivre un rapport positif de diversité à l'école, mais voir également leurs parents s'intégrer. Ça, c'est très important. Sinon, ils percevront définitivement une contradiction entre ce qu'on leur inculte à l'école et les réalités vécues par leur famille à la maison. Donc, je termine en disant, ensemble, nous devons trouver les outils qui permettent des résultats positifs en matière d'immigration et d'inclusion, et c'est certainement l'éducation en fait partie. Oui, tout à fait. Le ensemble et les partenariats, notamment avec l'éducation, vont venir au troisième tour de table. Désolée de vous presser sur le temps. On respecte le temps. Je vais donner la parole maintenant à Jacinthe pour conclure ce tour de table sur les défis. Jacinthe, tu m'as demandé ton 5 minutes cette fois-ci. Merci. Mais, encore une fois, quand j'ai lu cette question-là, il y a tout de suite quelque chose qui m'est venu à l'idée. Donc, les principaux défis auxquels on doit faire face. Nous, à l'île du Prince-Édouard, l'immigration francophone est assez récente. Donc, on est encore présentement beaucoup en termes de, on travaille beaucoup dans le terme de recrutement. Donc, je vais poursuivre là-dessus parce que je vais vous en parler beaucoup. On développe différents projets de recrutement et pour nous, tous les changements de politique d'immigration sont un grand impact.
impact sur nos activités. Je pense entre autres évidemment à Avantage significatif francophone, mais aussi un changement qui a peut-être été un petit peu moins connu dernièrement, c'est le changement sur les politiques en termes de mobilité jeunesse, où c'est un petit peu plus restreignant, où on demande des frais pour l'employeur et une certaine paperasse administrative à remplir, et on demande aussi des frais pour les détenteurs, ceux qui vont aller chercher un visa, soit un visa vacances-travail ou un permis de travail via jeunes professionnels, etc. Donc ça, pour nous, ça amène quand même des défis. Mais là où on va, c'est quelle est la solution? Comment on fait pour aplanir ces défis-là? Dans les projets de recrutement qu'on développe à Lille, on s'assure que nos projets sont premièrement adaptés très, très, très localement. Donc, vraiment adapté aux réalités locales de chez nous. Deuxièmement, nos programmes doivent être extrêmement flexibles. Donc, non seulement la structure du programme, je vous dirais, mais les ressources humaines qui vont travailler avec doivent vraiment être habilitées à changer, disons, leur fusil d'épaule quand il y a un changement. Je vais vous donner un exemple. On travaille présentement sur un projet en agriculture qui s'appelle Agri-Interculture, qui est un projet de recrutement de jeunes qui sont éligibles au programme Expérience internationale Canada à venir travailler dans des fermes à l'île du Prince-Édouard. On recherche surtout des travailleurs qualifiés. Ce projet-là a été développé, on a commencé à le développer au mois d'août. Presque à la fin septembre, on l'avait fini. Et là, tout d'un coup, vous comprenez, Avantage significatif francophone a décroché. Donc, on a vraiment eu un coup dur et on a dû réadapter notre projet. C'est là où, dans le fond, je vous dis, à la base, on n'avait pas ciblé Expérience internationale Canada. On ciblait n'importe quel immigrant francophone au mois d'août, parce qu'il y avait Avantage significatif francophone. Au mois de septembre, quand cette politique-là a changé, on a dû tout de suite changer, puis on a fait, OK, qu'est-ce qu'on fait? On veut quand même que ça soit facile pour nos employeurs d'embaucher. On va se retourner vers spécifiquement, surtout, en fait, on va aller chercher des candidats éligibles pour EIC. Et donc, on ne limite pas notre programme à d'autres immigrants potentiels, mais effectivement, c'est plus facile d'aller avec ce projet-là. On a planifié nos présentations auprès d'agriculteurs 3 jours avant notre première présentation. Paf! Encore une politique qui a changé. Donc, dans les programmes de mobilité jeunesse, maintenant, on a il y a une politique qui est maintenant plus restreignante, tant du côté de l'employeur que du candidat. On a eu très peur au début, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si mal que ça. On n'a pas fait trop peur aux employeurs qui sont venus dans nos présentations, donc on était très contents de ça. Donc, vraiment, l'adaptation, la flexibilité. Et quand on a un projet, par exemple, de recrutement qui est réellement adapté aux réalités locales, ça va fonctionner quand même. Il faut comprendre que nous, l'agriculture, c'est comme un pilier de notre économie et il y a d'énormes besoins en termes de main-d'œuvre. J'ai fait des recherches et pour chaque emploi qui est comblé, il peut permettre à une dizaine d'autres personnes de conserver leur emploi quand c'est en agriculture, parce que ça va garder les entreprises, les exploitants agricoles ouverts, tout simplement. Donc, comme c'est un grand besoin, le changement qui était plus restreignant en termes d'Expérience internationale Canada, c'est pour ça qu'il n'a pas fait si mal que ça pour les employeurs, parce qu'ils se disent, bon, OK, j'ai 230 quelques dollars bon, c'est pas si mal que ça, je veux dire, et en plus, je vais avoir des travailleurs qualifiés, donc c'était pas si mal que ça. Donc, c'est là, je pense, où est-ce qu'on va aller chercher vraiment, c'est quoi le besoin local? Encore une fois, besoin local, c'est sûr qu'on se fait mieux voir, au niveau local, on fait pas venir des immigrants qui vont prendre des emplois de d'autres personnes. Non, on amène des gens francophones qui vont combler des emplois qui sont difficiles à combler, qui vont permettre à d'autres insulaires de conserver leur emploi. Donc, tout ça, pour nous, ça a été vraiment la clé. Et je vais poursuivre la prochaine question parce que je vais vous parler par la suite des partenariats qui sont très, très, très importants à ce sujet-là.
Oui, tout à fait. Donc, je vais te redonner la parole à l'instant. On parle en filigrane depuis tout à l'heure de la nécessaire de collaboration entre les différents acteurs sur le terrain. Et en même temps, il y a aussi une question, est-ce qu'il y a une limite à ça, à la fois au niveau des défis, mais aussi jusqu'à quel point, si l'adaptation locale est la clé de ce qu'on fait, jusqu'à quel point des partenariats qui sont de plus en plus à différentes échelles, si on veut, jusqu'à quel point les approches ou les bonnes pratiques sont transférables, jusqu'à quel point on peut les adapter, qui peut être en partenariat avec qui. Donc, je vais relancer la balle à nouveau à Jacinthe pour la question des collaborations et de leurs éventuelles limites. Je vais poursuivre avec le projet en agriculture sur lequel on travaille, et c'est évident que malgré les changements de politique qui ont eu lieu au cours des derniers mois, les partenariats qu'on a eus, entre autres avec le Bureau de l'immigration provinciale, entre autres avec d'autres groupes à l'île du Prince-Édouard, ont fait que ça nous a aidés parce qu'on se sentait soutenus dans nos démarches. Je vais vous parler d'un comité qui a été développé par nos amis anglophones à l'île du Prince-Édouard, que je trouve particulièrement intéressant. Ça s'appelle les RICH Committee, Retention and Integration Committee on Health. Ça, à la base, c'était financé par Santé Canada. Et c'était des comités qui étaient créés en région rurale pour aider les immigrants qui travaillent dans le milieu médical à mieux s'intégrer dans leur région. Nous, on a des petits hôpitaux dans les régions rurales, comme à Alberton, entre autres, à Souris, qui sont aux extrémités de la province. Finalement, ces RICH comités-là ont tellement généré un intérêt qu'ils ont été plus larges. Donc, on n'a pas que parlé de rétention des immigrants dans le milieu de la santé, mais en général, sur comment on peut retenir les gens dans nos régions rurales. Donc, même si c'était au-delà de l'immigration, c'était même la migration, le rapatriement de nos jeunes, etc. Je crois que le financement de Santé Canada a arrêté, mais ils ont continué à faire ça. Et nous, à la CIF, on participe à ces comités-là. On peut faire des présentations, entre autres la présentation de notre projet en agriculture, qui a été vraiment pour nous vraiment une occasion superbe pour présenter notre projet et en parler à d'autres acteurs qui peuvent en parler à d'autres, etc. Donc, vraiment, on a été chercher un engagement au niveau rural. C'est anglophone, mais nous, c'est pas grave, on y participe parce que, comme on le disait tout à l'heure, nos immigrants vont aller travailler dans le milieu anglophone. Donc, pour nous, c'était vraiment primordial d'y participer. Dans les autres partenariats, on a parlé un petit peu des RIF, les réseaux en immigration francophone. Je vais juste vous glisser un petit mot pour vous dire que nous, à l'île du Prince-Édouard, notre RIF est un peu différent des autres. On peut jamais rien faire comme tout le monde. Donc, on a décidé, comme chez nous, l'immigration francophone est importante, mais pour nous, le dossier de la croissance démographique francophone est un dossier qui est existentiel. Si la baisse de la population francophone se poursuit, on va devoir fermer certaines infrastructures existantes. Donc, notre RIF s'appelle le Réseau en intégration francophone de l'île du Prince-Édouard. Et il inclut tous les volets de la croissance démographique. Ça inclut la migration, le rapatriement, mais pour nous, l'immigration, évidemment, qui en prend une très, très grande partie, mais un volet pour nous qui est pas vraiment, on n'a pas vraiment parlé ici, mais qu'on devrait de plus en plus parler, je pense, c'est les francophiles. Les francophiles, qu'ils soient immigrants ou qu'ils soient des gens qui sont locaux, amènent une superbe diversité à la communauté francophone locale et ils vont nous permettre éventuellement de conserver nos infrastructures. Déjà, nous, à la CIF, on a différents francophiles qui sont intégrés. Je vois Dottie Daly qui est dans la salle ici, qui est membre de mon conseil d'administration, qui est américaine d'origine et qui a émigré à l'île du Prince-Édouard. Dottie qui est une entrepreneure, qui est francophile et qui a voulu s'intégrer à la communauté et s'impliquer dans notre communauté. Et donc, c'est vraiment là où est-ce que nous, on a vu la clé, croissance démographique, et vraiment, c'est d'englober tout. C'est fini. Voilà. Conclusion, ça veut dire que tu peux finir ta phrase. J'ai perdu ma phrase, mais je pense que j'avais tout dit ce que j'avais à dire. Merci. Alors, merci, Louisa, d'avoir tenu le papier. Je vais continuer dans l'ordre de la table. Donc, si tu veux prendre la parole sur cette dernière question.
Ok, merci. Donc pour les collaborations, non, je crois pas qu'il y ait de limite. L'innovation est à l'ordre du jour, et puis je pense qu'on peut rechercher des partenariats, des collaborations avec des acteurs non traditionnels, donc ceux qui ne sont pas nécessairement impliqués en immigration. Et il semble que cela marche, notamment avec le secteur privé, les employeurs. Et il est maintenant reconnu nettement que les employeurs doivent faire partie en fait de toutes les stratégies d'immigration. L'autre secteur qui est à la vogue, c'est l'éducation, comme il nous a déjà été expliqué. Je crois que là aussi il y a vraiment des opportunités, des possibilités très intéressantes. Dans le domaine de la santé, il me semble que l'accent a été surtout mis dans comment employer les professionnels de la santé. Mais là aussi, il y aurait opportunité en fait à utiliser le domaine de la santé. Aujourd'hui, la santé est très vaste. C'est pas seulement aller à l'hôpital, mais c'est tout. C'est la nutrition, c'est se maintenir une vie active, tout cela. Donc là aussi, beaucoup d'opportunités. Pour les collaborations, innover avec des partenaires inusités, comme je vous disais. Et peut-être quelque chose à considérer, surtout pour les communautés qui sont plus petites, où il y a moins de ressources, serait de travailler avec des acteurs anglophones. Donc, je sais pas là comment vous allez recevoir cela, mais je l'ai lu à une reprise, en tout cas, où il avait été recommandé, quand les ressources manquent, en fait, de se diriger vers les acteurs anglophones qui ont, comme il a été mentionné, souvent des communautés, des soutiens communautaires plus développés, ou plus riches, ou plus élaborés. Donc là, il y aurait peut-être des opportunités, notamment pour les transferts de connaissances. Donc, pas forcément tout de suite faire un mariage avec les acteurs anglophones, mais peut-être construire des ponts pour apprendre, pour échanger. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Monsieur le maire. Merci. Si vous me donnez 3 minutes 18 secondes, je vais ramasser ma réponse à la deuxième question et la troisième ensemble. Tout à fait. Donc, au niveau des défis, il y en a 3 qui me reviennent à l'esprit rapidement. D'abord, on en a parlé assez abondamment ce matin, la question de l'arrimage avec les besoins du terrain, en particulier en matière d'immigration économique. Et ce que je constate, moi, c'est que souvent les acteurs communautaires ont très peu de connaissances du milieu des affaires. Même au niveau provincial et parfois au niveau national, ça se répercute. Je veux dire, on a une base qui est essentiellement des petites et moyennes entreprises. Alors, la vie d'un entrepreneur qui n'a pas le temps de s'occuper de toutes ces affaires-là, le système, toute la grosseur, la lourdeur, on comprend. En même temps, il y a des exigences. Deuxième défi, c'est celui de l'alignement. C'est partenariat, oui. Travailler ensemble, c'est facile à écrire. Le réaliser, c'est autre chose. Et à mon avis, ce qui manque souvent, c'est un élément mobilisateur. C'est qui prend la pôle, c'est qui amène les gens à travailler ensemble. Et j'en parlerai tout à l'heure au niveau des manières de planir ça. Et il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la question des ressources. Parce que il y a constellation ici d'organisation, mais dites-moi pas que vous n'êtes pas en compétition des ressources. Que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau local, on a toujours ça. Et ça c'est une des limites à la collaboration. Au niveau des moyens d'aplanir, 2, principalement, évidemment, la question de la responsabilisation. On a parlé tout à l'heure des demandes des employeurs, mais en même temps, les employeurs doivent reconnaître que c'est pas seulement le but de rencombrer des postes. Il y a des exigences de sécurité, ces choses-là. Alors, faut que ce dialogue-là s'installe quelque part pour que chacun et chacune voit que c'est un tout. Immigrer dans un pays comme le nôtre. Je terminerai avec le moyen donc d'aplanir ça, c'est d'appliquer dans nos politiques publiques, à l'échelle fédérale et à l'échelle provinciale, le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que la plus petite organisation qui est capable de jouer un rôle, qui a la capacité de jouer un rôle dans un domaine particulier, devrait interpeller en premier lieu, et je défends la thèse que les municipalités peuvent le faire dans beaucoup de cas, mais là, je suis au cas du Nouveau-Brunswick, alors je suis pas sûr que je peux dire que c'est la même chose partout au Canada. Et donc, en termes de collaboration, je pense qu'il faut mettre en œuvre. Prenez votre temps. Bon? Je vous ai sauté là sur votre. Non, c'est pas grave. À mon avis, il me reste 5 minutes. Donc, je pourrais chanter une chanson. Mais je pense qu'il faut commencer à réfléchir je sais pas si Linda Cardinal est ici, je sais qu'elle doit intervenir plus tard, mais à un thème qui est très cher à Linda, c'est celui de la gouvernance communautaire et de l'innovation dans le domaine de la gouvernance communautaire. Et c'est là, je pense, que le rôle des municipalités, entre autres, comme facteur liant, comme facteur qui peut s'asseoir autour d'une table avec une certaine légitimité. Et moi, je vous dis, concrètement, je joue ce rôle-là, même à titre de maire. J'utilise mon rôle de porte-parole et d'agent mobilisateur. Je me définis souvent comme un agent communautaire. Mais
de pouvoir m'asseoir autour d'une table et d'exercer un certain poids pour que les partenaires s'assoient ensemble et partagent les ressources, qu'il n'y ait pas de duplication. Je le fais régulièrement. Je vais plus loin que ça. Quand il arrive un immigrant chez nous qui veut faire une visite exploratoire, je m'organise pour aller manger avec eux autres. C'est dans une petite communauté, je peux le faire, mais il y a un effort de porter la parole, de soutenir les groupes, de se mouiller. J'ai eu la chance de voyager, de vivre à l'international. Alors, je sais ce que c'est être un nouvel arrivant. Je me suis installé à Bordeaux, en France. J'ai vécu la même expérience. Donc, je suis chanceux d'avoir eu cette expérience-là pour pouvoir la transmettre et de me mettre dans les souliers du nouvel arrivant. Donc, l'innovation sociale, c'est quelque chose de neuf. C'est toute une gouvernance communautaire à développer parce qu'il y a des agents provinciaux dans des ministères qui n'ont pas besoin. Ils ne répondent pas à moi, ces gens-là. Mais je m'oblige à faire en sorte qu'on s'assied autour des tables. Puis, en quelque part, qu'ils voient qu'il y a une certaine obligation, effectivement, parce qu'ils sont là pour représenter des payeurs de taxes et tout ça. Alors, c'est un peu dans cette dynamique-là, nous, qu'on s'inscrit, et je pense qu'on a des résultats. On est chanceux d'avoir une université, un collège, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup d'étudiants internationaux, on a beaucoup d'activités dans la communauté pour faire en sorte que ces messages-là passent, que cet arrimage-là fasse, et que l'alignement des partenaires se produise. Merci. Merci beaucoup. Et désolé encore de vous avoir... vous avez plus de temps pour la dernière aussi, de toute façon. Finalement, Monsieur Daniel-Pierre Bourdeau, sur cette troisième question. Mais pour la question de collaboration, j'aimerais la mettre dans un contexte justement d'une collaboration actuelle dans la région aussi, dans la région d'Ottawa. Ceux qui connaissent un peu l'est de la province, bien, c'est dans la région de Prescott-Russell également, qui est juste au niveau de la frontière du Québec et de Prescott-Russell. Donc, ce qu'on a fait, c'est sous le réseau de soutien à l'immigration de l'est de l'Ontario, les acteurs de première ligne de l'éducation ont décidé de se concerter pour développer un groupe de travail sectoriel. Et ce groupe sectoriel-là existe depuis les 2 dernières années. Donc, notre mandat, c'est qu'on y retrouve une équipe qui représente le domaine de la petite enfance. Vous avez également le secteur élémentaire et secondaire, des collèges et universités, des programmes de formation aux adultes. Donc, tout ce beau monde-là qui assure l'éducation dans nos régions et en Ontario. On assure de développer une planification, nous autres, annuelle, qui veut définir des priorités avec des échéanciers pour attirer justement et recruter, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. Donc, cette façon de faire existe depuis les 2 dernières années. Puis le groupe de travail sectoriel en éducation tente de réaliser au moins une activité d'importance par année qui rejoint justement les objectifs du plan stratégique du réseau. Ça, c'est très important parce qu'on se rapporte toujours au réseau. Donc, mercredi, pour ceux et celles qui participeront à la rencontre de coordonnateurs des RIF, je suis invité à nouveau pour présenter une initiative qu'on a développée ensemble, qui est une trousse d'informations qui présente le système d'éducation en langue française en Ontario. C'était un besoin qu'on avait observé sur le terrain. Nous avons développé cette trousse-là qui présente, comme je vous disais, le système d'éducation en langue française en Ontario, mais également les services en français de chacune des régions. Et on doit vous partager que nous avons eu beaucoup de succès avec cette trousse-là. D'ailleurs, on nous invite souvent pour partager cette information-là. Donc, ça me fera plaisir. Je ne la dévoilerai pas ce matin, mais ça me fera plaisir de la présenter mercredi pendant à peu près 20 à 30 minutes. Les intervenants, je reviens aux intervenants du groupe sectoriel, donc tentent de rester très neutres, parce que ce qu'on veut, c'est représenter les besoins en immigration de nos communautés locales et non pas de nos institutions. Nous avons en moyenne environ 4 rencontres par année et on fait des comptes rendus qui s'en suivent. À chaque rencontre du comité local du réseau de l'immigration, qui a lieu également à peu près 4 fois pendant l'année, un résumé du groupe sectoriel en éducation est présenté avec ceux des autres groupes, naturellement, qui sont là au niveau de l'employabilité et de la sensibilisation. Il n'y a donc pas de limite, parce qu'on parlait de limite, avec l'équipe de tenter d'entreprendre des réalisations, mais plutôt on tente de demeurer très réaliste dans ce que l'on veut faire. Donc on tente de se fixer un objectif par année et justement de l'accomplir. Cette formule-là, elle est très gagnante, nous la poursuivons.
Puis, je pourrais vous parler de plein d'autres collaborations que nous tentons de faire, mais je vais m'arrêter parce que je vois conclusion. Merci. J'aurai peut-être la chance de répondre tantôt au niveau des questions. Oui, tout à fait. En fait, il vous reste à tous un dernier tour de parole, un peu pour faire le bilan. On entend parler d'adaptation locale, de collaboration. Là aussi, peut-être qu'ils vont varier selon les lieux. Parfois, certains acteurs seront l'agent liant serait la municipalité. Parfois, il y a des partenariats avec les anglophones. Donc tout ça est pourtant des défis de temps, des défis de compétition, des défis de programmes qui se transforment, parfois de manière inattendue. Et donc je vais offrir à tout le monde un dernier tour de table. Alors là-dessus, si vous voulez recommencer, Monsieur Daniel-Pierre Bourdeau, le dernier tour de table. Sur les acteurs, sur la dernière question? Oui. Donc, bien, je poursuis en vous disant que le choix de l'école francophone est une question de vitalité pour nos communautés. Nous en avons traité tantôt. Et naturellement, je regarde mon collègue à côté de moi, il faut définitivement l'engagement de nos municipalités ainsi que de d'autres partenaires. Il est très, très important de travailler en collaboration avec nos municipalités et les partenaires. Il ne faut pas oublier non plus l'importance des centres d'accueil d'établissements francophones, je tiens à le préciser, parce que dans certaines régions, nous avons des centres d'établissement. Malheureusement, les personnes qui œuvrent au niveau des centres d'établissement n'ont peut-être pas toujours la capacité ou la culture de la francophonie. Donc, à ce moment-là, les dirigeants, pas les dirigeants, mais les immigrants ne sont pas nécessairement toujours dirigés vers les services francophones. Dans le milieu scolaire, je fais une parenthèse, si la famille, naturellement, n'est pas dirigée par les centres d'établissement, et je tiens à préciser francophone, il est possible que la famille, parce que c'est la réalité en Ontario, fasse le choix à ce moment-là d'une école de langue anglaise ou d'un programme d'immersion qui appartienne au système de langue anglaise en Ontario. Donc, si on veut assurer la vitalité de nos communautés francophones, c'est pas que l'éducation doit prendre une part plus importante que les autres, mais naturellement, ça débute par la petite enfance. Et c'est ce choix-là qui va faire en sorte qu'à un moment donné, que les élèves vont poursuivre justement leurs études au niveau élémentaire, secondaire, institutions postsecondaires, et occuperont du travail à ce moment-là qui leur permettront de travailler dans les deux langues officielles. Je tiens donc à dire que l'école joue certes un rôle d'importance à l'intégration communautaire des élèves au niveau local, mais également porte un regard au niveau provincial et même national, parce qu'on faisait référence tantôt que les gens bougent beaucoup. Ces gens-là ont ce réflexe peut-être plus naturel que nous de bouger d'un endroit à l'autre, parce qu'ils l'ont vécu, et ils vont aller souvent vers ce qui est le domaine de l'employabilité, et la famille suit à ce moment-là. Donc, ce sont souvent à l'école où se tissent les premières relations à la vie quotidienne. Donc, nous sommes donc des acteurs premiers qui permettent justement à ces jeunes-là de s'établir dans leur milieu. L'école a la responsabilité de former les jeunes à connaître son rôle, je tiens à le préciser, comme citoyen dans sa communauté, mais aussi à devenir de bons citoyens sur la scène locale, provinciale et nationale. L'école doit accompagner l'élève et la famille à trouver sa place dans leur communauté. Être capable de réfléchir de manière critique, prendre des décisions, résoudre des problèmes et collaborer. Et je termine en disant que par le biais de l'éducation, on assure également que les jeunes connaissent bien le système politique canadien, naturellement au niveau municipal, au niveau provincial et fédéral, et de s'assurer qu'ils deviennent des citoyens responsables. Donc, voici un peu le rôle comme acteur au niveau du système d'éducation. Je ne peux pas résumer l'ensemble de nos actions, mais ça vous donne une idée ici. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Jacinthe. Merci. Donc, comment les acteurs, les immigrants jonglent-ils avec les différentes échelles de territoire? C'est ça, comme j'ai parlé tout à l'heure, l'île du Prince-Édouard est assez petite, mais on a 6 régions acadiennes et francophones qui, traditionnellement, ont eu l'habitude de travailler plus en silo. Mais je vous dirais que depuis les deux dernières années, on essaie de travailler de plus en plus en commun et
ouverture aux francophiles, comme je parlais tout à l'heure, mais également il y a des rencontres qui se font entre les directions communautaires des 6 régions canadiennes et francophones. Il y a des efforts au niveau de la commission scolaire de langue française également pour on essaie d'avoir une lentille un peu plus provinciale de la francophonie insulaire, je vous dirais. On essaie également d'intégrer les francophiles à la communauté. On vient d'avoir une rencontre de notre RIF la semaine passée et puis un terme justement qu'on a décidé d'utiliser plus fréquemment était justement ça, la francophonie insulaire. La francophonie insulaire va inclure autant les Acadiens de souche que les francophones, que les migrants du Québec comme moi, et autant tout le monde en fait. Donc pour nous, c'est plus facile. On a l'impression de parler de francophonie insulaire. C'est plus global. Tout le monde se sent inclus. C'est très inclusif. Un autre mot bien à la mode ces temps-ci. Donc pour nous, c'est vraiment ça. Maintenant, on essaie de parler de francophonie insulaire et d'amener les francophiles et les francophones. Pour ce qui est des immigrants, dépendamment de si les immigrants francophones qui arrivent à l'île sont rapidement intégrés qui ont des enfants qui sont rapidement intégrés dans le système de l'école de langue française ou qui participent activement aux activités des centres communautaires, certains d'entre eux vont vraiment sentir leur échelle, je dirais, d'amis au niveau plus provincial ou régional, justement, parce que on est une petite île, mais bien répartie. Disons, la population est assez bien répartie. Et puis sinon, quand ils sont plus intégrés au milieu anglophone, ben là, ça sera très, très, très local. Hein. On parle même de quartier, surtout dans la région de Charlottetown. Donc, je vois une différence selon comment on s'intègre à l'île, en fait, juste de par notre géographie, je dirais. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Louisa? Merci. Donc, je suis géographe. Alors, la question des échelles, je peux vous en parler longtemps. Ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les échelles sont importantes et toutes jouent un rôle. Elles sont imbriquées les unes dans les autres. Des fois, on pense aux poupées russes qui sont les unes dans les autres, mais ça marche pas vraiment comme ça. Les échelles sont inséparables. Elles sont vraiment imbriquées. Elles interagissent entre elles. Donc, le local avec le provincial, le national ou le fédéral et vice versa. En fait, on peut pas les distinguer les unes des autres. Néanmoins, en fait, elles sont des constructions sociales. C'est nous qui avons créé les provinces, les municipalités, les quartiers. Si vous regardez autour de nous, les échelles n'existent pas en tant qu'elles, mais c'est nous qui avons organisé le monde ainsi. Et ce qui est important, c'est que les échelles jouent des rôles différents. C'est nous qui avons décidé que les provinces s'occupent de l'éducation de la santé, le national ou le fédéral s'occupe de ci, de ça, et le local, lui, est engagé dans d'autres domaines. Donc, elles jouent des rôles différents et puis en fait doivent être coordonnés entre eux. Néanmoins, il me semble que pour ce qui est des immigrants et des sens d'appartenance, c'est vraiment le local, c'est la vie quotidienne qui joue un rôle. Néanmoins, pour prendre l'exemple des écoles, la politique francophone et que la politique pour les écoles francophones en Ontario, c'est que n'importe qui soit francophone ou nouvel arrivant peut envoyer ses enfants à l'école francophone. Tandis qu'avant, c'était plus restreint. Vraiment, les gens devaient parler le français, avoir eu une éducation en français. Ça élargit. Mais en même temps, si on se sent pas bien accueilli dans l'école, on n'aura pas envie ni d'envoyer nos enfants, ni de nous impliquer dans l'école. Alors, par exemple, moi, je me demande même si les discours, les acteurs, les institutions disent oui, nous sommes ouverts, accueillants, on veut être inclusif et puis on a mis des politiques en place. Ça ne veut pas dire que forcément les familles vont se sentir automatiquement incluses s'il n'y a pas un effort concret au point de vue local. Alors, juste par ma propre expérience, que je vois par exemple, ce sont les conseils de parents dans les écoles qui ne sont l'école est inclusive, tout est inclusif, mais si on regarde qui sont les parents impliqués dans les conseils des parents, il y a très très peu de nouveaux arrivants. Et c'est une réalité. Je me demande pourquoi. Alors, je me suis impliquée pour essayer de comprendre et puis de voir et puis de stimuler dans l'école de mes enfants.
Donc, c'est la question du bien vivre ensemble et il me semble qu'on pourrait augmenter les opportunités ou les possibilités de rencontres avec les communautés de souche. Beaucoup de travail a été fait sur les institutions, les services, mais nous parlions tout à l'heure d'un travail bilatéral immigrants-employeurs et aussi les communautés de souche, donc la sensibilisation et puis créer des possibilités où on peut se connaître, tisser des liens, développer des intérêts en commun. Et puis là, toutes les initiatives de mobilisation communautaire, de développement communautaire conjoint, tous ensemble, serait un endroit où il faudrait travailler. Un endroit opportun pour cela, ici à Ottawa, un contexte où je suis mieux au courant, ce sont les centres de ressources communautaires qui sont financés par la ville et puis par divers paliers du gouvernement. Je conclus tout de suite. Et puis, les centres de ressources communautaires desservent des quartiers en particulier. Donc, il y a une identité, un sens d'appartenance au niveau local, parce que c'est là où on envoie nos enfants. Et les centres communautaires sont des centres multiservices. Donc, ils desservent les jeunes, les familles, les aînés, les populations avec des besoins spécifiques. Et puis, ici à Ottawa, je vois vraiment un effort de mobiliser, de créer des communautés au niveau local où nous avons une identité et puis des objectifs communs. Nous travaillons ensemble. Merci. Monsieur Simard, vous avez 5 minutes pour votre mot de la fin. Merci. Alors, j'ai fait le bon élève. J'ai répondu aux questions dans l'ordre. Le premier, comment les acteurs immigrants jonglent-ils? Je pense qu'ils jonglent mal. La complexité de notre système est évidemment problématique à tout point de vue. J'avais une discussion récemment avec justement un couple de nouveaux arrivants qui m'ont dit maintenant qu'il est arrivé entrée express, nous on est ici depuis 1 an, mon épouse travaille. Là, on veut régulariser notre situation, on va avoir notre résidence permanente. C'est lequel? Parce qu'on ne veut pas rentrer dans un silo, qu'on ne pourra pas sortir. Ça devient compliqué, ce genre de choses-là. Alors, ils jonglent mal avec ça. Évidemment, j'ai défendu la proposition tout à l'heure que les municipalités devraient jouer un rôle important. Et j'entends déjà des gens dire, ben, c'est pas le rôle des municipalités. C'est vrai, évidemment, en grande partie. Les municipalités sont là constituées pour offrir des services à la propriété. Mais en même temps, les municipalités ont évolué beaucoup. Au fil du temps, et aujourd'hui, on intervient dans beaucoup de secteurs qui ne sont pas des secteurs traditionnels, que ce soit la culture, les arts, les sports, ces choses-là. Il y a 2 facteurs importants, à mon avis, qui font en sorte que, de toute façon, les municipalités vont jouer un rôle. D'abord, l'urbanisation, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, ça se fait de plus en plus. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est une réalité. Et aussi la dévolution des pouvoirs du fédéral au provincial, du provincial au municipal. Les ressources sont jamais là, on s'entend, mais c'est une réalité. Alors, il faut apprendre à dealer avec cette réalité-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me dis, ben là, les pôles économiques et des centres de services vont devenir nécessairement des points d'appui sur lesquels il va falloir se concentrer. Donc, j'ai parlé plutôt du fait qu'on applaudit, je pense, la notion de partenariats locaux en immigration. C'est cette voie-là qu'il faut développer à tout niveau, avec la variété de partenaires, avec les couches différentes qui doivent être couvertes. Pour ce qui est des relations avec les niveaux supérieurs, ben pour moi, c'est assez simple. Que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau fédéral, il faut créer les conditions pour que tout ça, ça se produise, que ce soit au niveau de la recherche, des politiques qui accompagnent tout ça, évidemment, à quelques niveaux. Une chose, je pense qu'il faut éviter, c'est qu'à ces niveaux-là, de se présenter ou parfois même de se planter, de se pointer le nez comme fournisseur de services. J'ai déjà vu ça dans certaines circonstances. Je pense que ça, il faut éviter ce genre de scénario-là. Encore une fois, moi, je suis pragmatique. C'est sur le terrain que les choses se passent. Donc, il faut être capable de faire en sorte que les acteurs de terrain se mettent en action. Et si on se garde des chasses gardées, ben on va faire en sorte que ces gens-là vont se déresponsabiliser d'une façon ou d'une autre. Et puis, ils vont devoir jouer un rôle, à mon avis. Voilà. J'avais 5 minutes, mais ça donne de la place à mon collègue. Mais qui a déjà intervenu sur cette dernière question. Donc, en fait, ça nous donne plus de place à la discussion. On va avoir, un 20 minutes d'échange, je dirais, sur à la fois la notion de collaboration et qui clairement doit se faire à toutes les étapes. Hein. On a parlé de recrutement, on a parlé de l'étape d'accueil et d'orienter vers les écoles de la communauté francophone qui sont et restent depuis toujours un des piliers du maintien
soutien des communautés minoritaires, mais aussi dans toutes les autres activités du vécu quotidien. On a parlé de bibliothèque, on a parlé de sport, on a parlé de médias sociaux. Donc à la fois jouer avec des nouveaux acteurs, dépasser les silos traditionnels et travailler à toutes les étapes du processus là, du parcours francophone dont on parlera cet après-midi. Et puis évidemment d'essayer de voir comment à la fois arrimer des programmes de soutien à ces collaborations-là, à ces développements d'activités, des programmes qui demandent des redditions de comptes, mais qui en même temps sont des programmes qui doivent être le plus adaptables possible, parce qu'on a parlé beaucoup de manière récurrente de l'adaptabilité aux réalités locales. Donc, je vois que les gens commencent tranquillement à se diriger vers les micros. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole, Madame. Merci. Brigitte Duguay-Langlais du Réseau de soutien à l'immigration francophone ici à l'Est. Moi, c'est juste 2 commentaires. Le premier commentaire pour Monsieur d'Edmundston. Quand on dit que les municipalités, c'est pas vraiment leur rôle, toute la question de l'intégration et de l'inclusion, ben on parle certainement pas pour des municipalités rurales. Parce que dans les municipalités rurales, moi, je viens appuyer Monsieur qui disait tantôt, on n'a pas toujours les moyens ou la population suffisante pour avoir des centres d'accueil et des centres communautaires qui font de l'intégration et tout ça. Alors, la seule organisation ou le seul endroit où on peut, c'est les municipalités. Alors, quand on va dire que c'est pas le rôle des municipalités, c'est certainement pas des municipalités rurales qu'on parle, de 1. Et de 2, toute la question de collaboration et de partenariat et tout ça, je veux juste lever un petit drapeau rouge sur... puis peut-être que ça va faire frémir certaines personnes, mais quand on parle des partenariats locaux en immigration, c'est un regroupement de partenaires que nous, on exploite ici en Ontario depuis plusieurs années. Je sais qu'on est en train de les intégrer dans d'autres provinces et territoires. Moi, je veux juste lever un petit drapeau rouge en disant le travail des francophones ne se fera jamais à travers les plis. Alors, faut toujours considérer, puis moi, c'est le message qu'on passe ici, nous, dans l'Est de l'Ontario, avec les programmes, les partenariats locaux en immigration. Faut vraiment s'assurer que les réseaux de soutien à l'immigration francophone et les autres partenaires francophones aient toujours un lien, et c'est important, la relation à développer. Moi, je parle pour les réseaux de soutien à l'immigration francophone, mais pour d'autres partenaires francophones, la relation francophone avec les partenariats locaux en immigration va être important. Alors, c'était tout. Puis, Daniel Pierre, c'est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde pour toute la question de l'éducation en langue française pour faire les meilleurs bilingues au Canada. Je prône toujours les études et les recherches de M. Rodrigue Landry. Si ça vous intéresse, allez voir Rodrigue Landry. Il va vous le dire pourquoi puis comment c'est important. Alors, faites-vous une faveur, puis allez faire les lectures des recherches puis des études de Rodrigue Landry. Entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais Rodrigue, c'est mon mentor. Merci. Ne vous éloignez pas trop. Est-ce qu'on peut vous poser une question en retour? Oui, vous je veux juste préciser une chose. J'espère que Madame a compris qu'effectivement, ce que je dis, c'est que les municipalités doivent jouer un rôle. Oui. Dans beaucoup de cas, on pense que les municipalités n'ont pas à faire ça parce qu'ils s'occupent des eaux et des égouts puis de nettoyer les rues. Oui, mais c'est une municipalité aujourd'hui, ça touche toutes ces sphères-là, et en particulier en milieu rural. J'espère juste que on soit clair là-dessus. C'est parce que vous avez dit, certaines personnes vont dire que c'est pas le rôle de la municipalité. C'est là-dessus que j'avais fait mon point. Oui, je pense que... Puis j'aimerais ajouter qu'effectivement, nous, on place énormément d'efforts dans le secteur de l'éducation à tisser des collaborations avec nos municipalités locales, comme Brigitte a précisé. Parce qu'effectivement, nous, on se dit, l'éducation, on est prêt à recevoir les jeunes. Puis on veut les accueillir dans nos écoles de langue française en Ontario. Par contre, c'est pas nécessairement juste la responsabilité de la municipalité, mais sauf que les municipalités doivent aller chercher, faire connaître leur région avec justement tout le secteur de l'employabilité. Après que ces gens-là ont le goût et le désir de venir s'installer en Ontario et avec un emploi, on sait toujours que le secteur de l'éducation, nous, on se situe à peu près dans les priorités au niveau de 3e, 4e place, au niveau de la famille, parce qu'après qu'ils ont un emploi, un toit, naturellement, l'éducation vient à peu près dans ces rangs-là. Et nous, on est prêts. De là, justement, la trousse que nous avons développée pour bien présenter le système d'éducation en langue française en Ontario, parce que, comme il a été mentionné ce matin, bien souvent, dès qu'on traverse la frontière du Québec, on a l'impression que l'existence du français n'est pas ou très peu en Ontario. Donc, on veut leur faire voir les possibilités, justement, d'étudier en langue française dans le système d'éducation. Et ça va de la petite enfance jusqu'au post-secondaire, sans oublier les programmes pour adultes. Merci.
Je pense que votre intervention, le petit drapeau rouge sur les plis, est crucial dans la discussion qu'on a ce matin sur les lieux et les différentes échelles de lieux, jusqu'à quel point un pli qui est défini territorialement et non pas au niveau de la communauté peut-il remplir ses fonctions, jusqu'à quel point est-ce qu'on ne devrait pas avoir 2 plis par région, mais à ce moment-là, dans le cas des régions rurales, la question se pose autrement et donc on est encore dans l'adaptabilité aux réalités locales. C'est pas possible chez vous d'avoir un pli francophone à côté du pli. Ben, on en a un, madame. Le RIF, c'est comme un pli francophone. C'est ça, sauf qu'il est à l'échelle de l'ensemble de la province et non pas. Non. Le partenariat de. Ah, vous parlez du RIF, vous êtes à l'île du Prince-Édouard aussi. Oui. Ben nous, c'est sûr que les RIF couvrent des plus grands territoires. Oui. Mais on a des groupes de travail sectoriels, comme Daniel Pierre mentionne. Daniel fait partie du réseau à nous. Et ça peut représenter sectoriellement des petits plis. Alors, on n'a pas besoin de réinventer la roue, là. Non, il faut pas réinventer la roue. Et en même temps, il faut penser le programme adapté à cette réalité-là de double communauté. Shedley, tu attends depuis un moment. Oui, bonjour, Shedley Belkodja. Moi, j'avais peut-être un commentaire et une question, mais le premier, c'est le commentaire. Quand on pense en termes de lieux, d'espace de vie, d'immigration, d'intégration, je crois que c'est intéressant aussi, ça a peut-être été un peu abordé, d'également discuter d'une dynamique très présente aujourd'hui, c'est la mobilité. Donc, dans des milieux où on veut souvent retenir des immigrants, on est conscient aussi qu'on vit à l'âge de la mobilité. On parle beaucoup de mobilité, alors je crois qu'il faut aussi, pour pas créer souvent des frustrations, être conscient qu'il y a cet équilibre à faire entre ancrage, un mot qui est ressorti aussi, et la mobilité. Donc, des gens peuvent venir, mais ils peuvent aussi bien bouger ensuite. Et il faudrait pas toujours voir ça comme un déficit pour une communauté. De toujours ramener ça un peu comme ce genre de discours qu'on a souvent entendu. Ma question, c'est peut-être pour Cyril, mais c'est aussi, j'aimerais t'entendre là-dessus. On parle beaucoup d'inclusion, on parle beaucoup des rôles des municipalités, puis tu as parlé aussi du leadership, la mobilisation, par exemple, qu'un maire comme toi peut donner à une municipalité. Ces jours-ci, depuis quelque temps, au Québec, on a certaines municipalités qui sont assez frileuses à l'endroit de certains immigrants, notamment les populations musulmanes. La ville de Shawinigan, le conseil municipal a réagi à l'idée d'un agrandissement ou de la création d'une mosquée. Une affaire qu'on n'entend pas aussi. Certaines communautés musulmanes veulent bien sûr trouver des endroits pour enterrer leurs morts. Le cimetière de Laval est plein. Des agents immobiliers cherchent à acheter des terrains dans certaines municipalités. Au début, il y a une certaine ouverture d'esprit et ensuite, on s'aperçoit que souvent le maire ou ses élus, donc c'est les élus, réagissent en votant contre l'idée d'un carré musulman dans une municipalité X ou d'une mosquée à Shawinigan. Donc les élus. Et je me dis à quel point il ne faut pas oublier quand même cette donne-là, c'est-à-dire la donne des élus dans les municipalités qui peuvent souvent faire tomber un projet ou faire avorter une dynamique qui pourrait quand même être une dynamique qui cherche à accommoder la population qui se trouve dans ces lieux-là. Donc peut-être, je sais pas si à Edmundston ça s'est peut-être pas posé. Mais c'est tout à fait pertinent. Puis le rôle du maire, évidemment, les élus, c'est souvent les conseillers qui votent autour d'un conseil municipal. Donc le maire peut se lever un petit peu au-dessus de la mêlée, puis jouer un rôle de rassembleur, puis d'éducation. Ce que j'essaie de faire à toutes les occasions. Donc plus on a d'événements, plus on a cette capacité de rencontres qu'on crée. Je pense qu'à chaque fois on fait tomber des craintes et des réserves. Et soit dit en passant, chez nous, les gens de la communauté musulmane nous ont rencontrés récemment en disant maintenant on veut s'acheter un bâtiment. Puis effectivement, ils avancent là-dedans un peu. Ils ont des réserves, des craintes. Comment ça va être réagi? Bon, il faut porter ce discours-là. Je veux dire, il n'y a pas 1001 façons. Il faut y aller. Moi, je suis pas un politicien traditionnel, vous allez dire, parce que ça me gêne pas. Demain matin, si à la prochaine élection, on me tire dehors, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je vais pas là pour le restant de mes jours. Mais si tu joues le rôle dans la communauté,
et pas seulement dans ton bureau de maire et pas seulement autour de la table du conseil municipal, ben là, tu deviens effectivement une personne avec un discours, une certaine crédibilité sur ces enjeux-là. J'ai la chance de pouvoir le faire chez nous, avec les gens de l'université, avec les gens des collèges communautaires. Je pense que ça facilite la chose. J'ai vraiment pas d'autre solution. C'est comme ça que je l'exerce. Un petit commentaire sur la question de mobilité. En tout cas, moi, je retiens une chose, c'est que on peut aller à Destination Canada, puis on va continuer d'y aller, mais on peut faire Destination Québec, en tout cas pour nous, parce qu'on pourra aller recruter au Québec. C'est une chose que j'ai D'autres interventions sur mobilité, ancrage? Non? Je peux donner la parole à monsieur. Oui, bonjour, Jean-Pierre Quentin. Je voudrais exprimer mon désaccord avec, disons, Brigitte ici, concernant les plis. Je dois vous dire que de mon côté, j'ai des expériences tout à fait positives avec les plis dans les régions que nous desservons au Collège Montréal, que ce soit Hamilton, que ce soit London ou que ce soit Windsor. Disons que nous avons réussi quand même à avoir une grande collaboration de la part des plis qui sont là et que le tout se fait dans les deux langues. Donc, toutes les publications sont faites en français et en anglais et je pense que la participation francophone est éminemment importante. Je ne veux pas dire par là que les RIF ne sont pas importants, mais je pense que ça se situe à un autre niveau. Par exemple, si je prends la ville de London, nous avons commencé par des petits pas pour faire en sorte que la présence francophone soit reconnue, je dirais presque à égalité avec la présence anglophone. Il y a énormément de sujets qui y sont touchés, que ce soit les connexions communautaires, l'éducation, la santé, la justice, etc. Et à chaque fois, la communauté francophone est appelée à y participer. Et lorsque nous en avons les moyens, tout se fait dans les deux langues officielles du Canada. Alors, je pense que l'un et l'autre ont leur valeur, l'un et l'autre ont leur importance, mais ils œuvrent à des niveaux différents. La ville de Windsor, par exemple, à travers le PLI, a déposé un plan d'action stratégique en immigration. Même chose pour la ville de London, même chose pour la ville de Hamilton. Et ces plans stratégiques ont été déposés auprès de Citoyenneté Immigration Canada dans les deux langues officielles. Et dans ces plans stratégiques, eh bien, il y a des recommandations touchant également les francophones. Alors, je voulais juste mentionner ça. Merci. Oui, peut-être réagir. Et c'est quoi la clé derrière ça? C'est juste le nombre? Vous êtes tombé sur des gens de bonne volonté? Ou est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait que ça marche mieux que dans c'est très simple. C'est très simple. C'est que si vous regardez les ententes de contribution que les villes ont signées, il y a un article dans les ententes de contribution qui est très clair et qui dit que à ce moment-là, les deux langues officielles du Canada s'appliquent aux travaux des plis. Donc, il ne faut pas se gêner pour le demander. Et j'étais, si vous voulez, au comité organisateur du pli avec ma collègue ici, Vicky Esses, de Voix vers la prospérité, qui se publie également dans les deux langues officielles. Et je ne sais pas si, Vicky, tu t'en rappelles, mais à l'époque, disons que j'ai demandé tout simplement que ça se fasse dans les deux langues en invoquant cet article des ententes de contribution, et ça s'est fait de façon très volontaire. Mais ça marche différemment à l'île du Prince-Édouard. J'irai encore plus loin chez nous, en fait. On n'a pas de plis à l'île du Prince-Édouard, mais je peux considérer les Rich Committee dont je vous parlais tout à l'heure comme étant des plis qui sont très locaux. Il y en a 3 pour le moment. Il y en a un à Alberton, qui est dans l'ouest de l'île, un à Summerside, qui est la deuxième plus grande ville de l'île, et un à Souris, qui dessert aussi la région est de l'île. Moi, je dis que je vais aller encore plus loin parce que nous, les Rich, sont pas dans les deux langues officielles, puis nous, ça nous dérange pas. Parce que pour nous, c'est un forum extraordinaire pour aller chercher des informations, faire un partage aussi d'expertise et pour nos projets d'employabilité. Pour nous, c'est vraiment incroyable comme opportunité de parler de nos projets comme Agri-Interculture, par exemple. Donc, on n'a pas de pli, on a des Rich, mais je suis très, très contente que mes coordonnateurs y siègent et me reviennent avec souvent plein d'idées. C'est fait pour grandir ensemble dans une province qui vit des défis démographiques autant francophones qu'anglophones. Hein? Donc, on se tient par la main et puis on avance et ils sont très, très contents qu'on soit là avec eux. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle encore Philomène. J'ai pas changé les noms. OK.
J'ai bien aimé vos interventions, mais la seule chose que j'ai constaté, que vous avez donné l'étiquette à l'immigrant. Vous l'avez identifié comme étant une famille. L'immigrant, c'est une famille. Vous avez identifié l'immigrant aux élèves, mais j'ai pas entendu l'immigrant femme. Quel est le rôle de la femme dans l'intégration des immigrants? Et vous savez, dans la culture francophone que nous sommes, que la femme joue un rôle très important, que ce soit dans l'éducation ou transmettre les messages de la santé. Je vais prêcher dans ma paroisse. Au Nouveau-Brunswick, il y a les centres d'accueil et d'intégration qui font un très bon travail. Je n'ai pas de problème. Mais moi, Philomène, femme immigrante que je suis, je ne suis plus éligible d'avoir les services au centre d'accueil et d'intégration du Nouveau-Brunswick. Si j'ai des problèmes qui sont des niveaux culturels, où ai-je m'adresser? Les femmes immigrantes, ils souffrent beaucoup de problèmes concernant la violence familiale, violence institutionnelle. Est-ce que les services que vous avez peuvent-ils répondre aux besoins des femmes immigrantes? Si la femme n'est pas intégrée dans une communauté, il n'y a rien qui marche. Vous demanderez tout le monde ici, si la femme ne se sent pas dans la communauté, elle va pousser la famille à déménager. Donc, si vous voulez bien inviter la femme immigrante dans les débats, dans les discussions, qu'elle soit les partenaires les plus importants, elle va vous donner qu'est-ce qu'elle pense, quel est son problème. Quand vous saurez les problèmes de la femme dans l'intégration des immigrants, vous allez trouver la solution. Merci. Peut-être quelqu'un veut réagir, je pensais plus. Non, c'est une excellente observation, effectivement. Moi, j'ai pas fait de la distinction, mais il reste que il y a des trous comme ça qu'il faut combler. Vous avez parlé tout à fait de la question de la violence familiale, qui est une responsabilité, évidemment, provinciale dans notre cas, mais ça n'empêche pas un acteur local. Et j'ai un cas particulier chez nous où il a fallu intervenir. On a une maison de transition, on a tout ce groupe-là. On a réussi effectivement à créer, je dirais, des conditions pas mal plus favorables à cette personne-là qui vivait une situation très, très, très difficile. C'était pas de ma responsabilité. Mais bon, je me suis mouillé jusqu'à un certain point. Puis tout à coup, on s'est aperçu qu'effectivement, le problème était réel. Et même s'il y a des gens peut-être dans des ministères qui n'osaient pas toucher la situation, on l'a fait au niveau local, puis ça s'est rendu jusque-là, ultimement. Mais vous avez parfaitement raison. Je veux dire, pour avoir travaillé un certain nombre d'années, en particulier pour en Afrique, pour les francophones originaires de ces pays-là, c'est particulièrement vrai. C'est nécessaire, absolument. Deux autres personnes? Chasson? Merci Philomène pour l'intervention. C'est tellement important la place des femmes, surtout dans l'intégration, soit de leur famille ou même des femmes qui viennent seules. Hein. Nous, à l'île du Prince-Édouard, on a depuis une année un coordonnateur d'établissement et d'accueil pour les immigrants temporaires. Et ce que je constate, c'est qu'il dessert beaucoup de femmes, parce que beaucoup d'immigrants temporaires viennent avec leur famille, et c'est souvent le mari qui obtient l'emploi, et c'est souvent la femme qui doit soit rester à la maison, ou par chance, elle a un permis de travail ouvert et se cherche un emploi. Et vraiment, on va desservir beaucoup plus les femmes et leurs enfants que les candidats principaux, en fait, ceux qui ont le permis de travail principal et qui sont venus ici parce qu'ils travaillaient. Donc, je peux pas vraiment me pencher un peu plus vers les crises plus familiales et de violence, etc. Je peux pas dire que j'en ai connaissance. Je dis pas qu'il y en a pas. On en a peut-être un peu moins connaissance, mais je pense que depuis qu'on a notre coordonnateur d'aide aux immigrants temporaires, les femmes sont beaucoup plus prises en charge et beaucoup plus rapidement. J'aimerais ajouter qu'au niveau de l'éducation, votre intervention nous interpelle définitivement. Comme bagage d'expérience, j'ai eu la chance d'œuvrer comme 8 ans à la direction d'école et bien souvent l'implication de la femme à l'engagement de la vie académique de l'élève, elle est très importante parce que c'est bien souvent la maman qui va accompagner les enfants à ce niveau-là et également du bien-être de l'enfant. Donc, je pense que l'école doit s'assurer, puis je l'ai remarqué souvent dans différents conseils scolaires, d'offrir justement des ateliers à ces femmes immigrantes-là qui, bien souvent, la langue première n'est pas le français ni l'anglais. Donc, on tente de les accompagner en français s'ils veulent bien accompagner les élèves, leurs enfants à l'école. Également, des ateliers tels que des ateliers d'informatique, aide à l'emploi et autres. Donc, je pense que le rôle de l'école est très important, effectivement, au niveau de l'accompagnement, de
femmes immigrantes. Et je pense qu'on a un rôle également à jouer en éducation à ce niveau-là. Merci de votre intervention. Merci. Louisa, tu voulais intervenir aussi? Je vais juste ajouter quelque chose, c'est que quand vous établissez les programmes ou les cadres des programmes, vous pensez qu'est-ce qui peut être mieux pour nous. Il faut nous laisser nous-mêmes dire qu'est-ce qu'on veut. Invitez-nous à la table. Puis on va vous dire qu'est-ce qu'on veut et comment qu'on veut être accompagné. Des fois, vous faites un cadre qui est selon vous. Vous pensez que ça va nous aller, mais des fois, ça ne va pas. Vous pouvez faire des ateliers, puis des fois, ces ateliers-là, on vient parce qu'on veut venir. Mais des fois, c'est pas ce qu'on veut. C'est juste que quand vous faites des politiques ou des stratégies, il faut nous inviter. Écoutez-nous. Prendre notre voix. Puis élaborer des programmes selon ce que nous on veut. Mais on est tellement laissé aller de côté. Les politiques sont développées, puis on nous les impose, puis on nous les donne. Puis il faut vivre avec. Puis ça marche pas des fois. Mais des fois, ça marche. Moi, ça a marché. Vous êtes donc une histoire à succès. C'est ce que l'on va entendre. Oui, merci pour l'intervention des femmes. Nous avons vraiment généralisé. Et il y a les femmes immigrantes. Nous n'avons pas fait de distinction entre réfugiés non plus, les étudiants internationaux. Donc, chaque groupe a ses besoins. Et il y a parmi ces groupes, les plus vulnérables sont toujours les femmes. Donc, les femmes réfugiées, même les femmes parmi les travailleurs temporaires, etc. Donc, c'est très important. Et là, je crois, les écoles, mais aussi tout ce qui est les services de soutien communautaire. Et je pense notamment à plusieurs exemples ici à Ottawa, des centres de ressources communautaires. Donc, ces centres multiservices ont des services qui sont ciblés pour les femmes des communautés vulnérables. Et puis là, c'est sympa. C'est toujours à voir avec des ateliers pour les familles. Donc, c'est femmes et nutrition pour les bébés, ou services prénataux ou postnataux. Et puis là, il y a toujours opportunité, en fait, de les renseigner sur d'autres services qui sont disponibles. C'est dans ce sens-là que je vois la vie quotidienne des services de soutien communautaire pouvant jouer un rôle, notamment pour ceux qui sont plus vulnérables, qui n'ont pas la langue, qui n'ont pas l'information. Je vous invite à conclure. Non, je vais devoir vous inviter à conclure, malheureusement. Je voulais juste rectifier parce que donnez-moi juste 2 secondes parce que je trouve ça dommage que ça a été perçu comme quoi que nous, les RIF, avec les plis dans notre communauté, ça fonctionne pas, puis c'est vraiment pas le message que je voulais passer. C'était juste le principe du par et pour. Oui. C'est tout ce que je voulais intégrer. Puis nous aussi, les plis font des documents en français partout. C'est pas suffisant pour moi. C'est pas suffisant. Moi, je veux qu'on soit impliqué, un peu comme Madame vient de dire, exactement la même chose du départ. Ils peuvent pas penser qu'ils vont faire des stratégies, des politiques ou quoi que ce soit pour les francophones. Alors, il faut qu'on soit intégré du départ. Le bilinguisme de la documentation, pour moi, on est au-delà de ça. C'est tout ce que je voulais dire parce que pour le pli d'Ottawa et de Prescott Russell, on travaille avec eux, ça fonctionne parfaitement bien. Merci. Oui, tout à fait. En fait, je pense que l'adaptabilité au local, elle se fait aussi dans les façons de gérer le bilinguisme et en prenant la parole de la communauté francophone pour adapter les programmes et les rapports avec la communauté anglophone sont toujours difficiles à la fois pour des raisons pratiques, mais aussi de compréhension de l'importance de la communauté comme espace d'inclusion des immigrants au-delà de pratiques bilingues qui sont une représentation de la dualité linguistique comme étant des services en français. On veut aussi des services pour et par les francophones pour l'entretien des communautés. C'est mon mot de la fin. Point excessivement important. Je vous invite à applaudir notre deuxième panel.